Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage de la rédaction. Après vous avoir fait découvrir jeudi dernier l'histoire de l'ancienne assemblée provinciale à Wufang, au sud de la ville de Taichung, aujourd'hui nous allons parler d'une autre facette, car ce lieu a été transformé en musée des temps démocratiques, le Democratic Times Museum. L'ancienne Assemblée provinciale de Taïwan est devenue consultative en 1998, puis en 2018, le gouvernement lui a ôté toutes ses fonctions. Bien qu'elle avait peu de pouvoir, son histoire est très intéressante car elle prend ses racines dans la période de la colonisation japonaise, grâce notamment aux efforts de Lin Xiantang qui militait pour une plus grande autonomie de Taïwan, et ensuite, après le repli du gouvernement de la République de Chine à Taïwan, cette assemblée provinciale a été jusque dans les années 1990 la seule institution à être renouvelée par des élections directes. Ce sont donc deux raisons pour lesquelles il est tout à fait pertinent d'avoir transformé ce lieu en musée des temps démocratiques. Cette ancienne assemblée provinciale a en effet contribué à encourager l'esprit d'autonomie de Taïwan et l'esprit de démocratie représentative à travers les élections. C'est tout cela que veut mettre en valeur ce musée. Et bonne nouvelle, de nombreuses explications ont été traduites en anglais, ce qui le rend accessible pour celles et ceux qui ne lisent pas le mandarin. On retrouve M. Lin Huapin, l'un des responsables du musée, pour nous guider. Après avoir regardé des documentaires sur la démocratisation de Taïwan projetés dans la coupole de l'ancienne Assemblée provinciale, assis dans les anciens sièges des députés, des photos exposées dans le corridor tout autour rappellent la chronologie. On remonte tout d'abord à l'époque de la colonisation japonaise. Dans les années 1920, Lin Xiantang, originaire de Wufang justement, et à qui est consacrée une salle de ce musée, militait déjà pour l'autodétermination et la démocratisation de Taïwan. Il a notamment fondé un journal qui a été interdit par les Japonais, puis avec Jiang Weishui a fondé l'association culturelle taïwanaise, militant notamment pour l'élection d'une assemblée provinciale à Taïwan. En 1927, Lin Xiantang, Jiang Weishui et Tsai Peiho fondent le Parti du peuple taïwanais. Malgré la répression, leurs efforts ont porté leurs fruits. En 1935, le gouvernement japonais a accepté la création d'une assemblée à Taïwan et ce fut la première élection sur l'île. Même si seuls les hommes de plus de 25 ans et qui s'acquittaient d'une importante somme d'argent pouvaient voter, ce fut un premier pas. Après la Seconde Guerre mondiale, Taïwan passe entre les mains de la Chine nationaliste dont le gouvernement se replie en 1949 sur l'île suite à la défaite dans la guerre civile contre les communistes. La fin des années 40 est marquée par la sanglante répression du soulèvement populaire du 28 février 1947, la mise en place de la loi martiale et le début de la terreur blanche qui a duré plusieurs décennies. En plus des photos, sont aussi mises en valeur des lieux emblématiques du processus de démocratisation, comme nous l'explique M. Lin. Cela représente le processus de démocratisation de Taïwan à travers quelques bâtiments. Par exemple, l'hôpital de Ta'an en 1921, Lin Xiantang et Jiang Weishui ont créé l'Association culturelle de Taïwan et publié le journal du peuple taïwanais, Taiwan Mingbao, pour promouvoir la démocratie auprès du grand public. Ensuite, c'est l'incident du 28 février 1947, qui a été suivi par l'époque de la terreur blanche jusqu'en 1987, où les victimes ont commencé à être réhabilitées. Par exemple, quand j'étais à l'école, les manuels ne parlaient pas de cette page de l'histoire. Cela avait été complètement effacé. Mais de plus en plus de Taïwanais ont estimé par la suite que c'était important d'en parler. Aujourd'hui, il y a même un jour férié le 28 février. Maintenant, ce qui s'est passé est enseigné à l'école. Les temps ont aujourd'hui bien changé, mais comme le rappelle la brochure du musée, la liberté et la démocratie ne sont pas tombées du ciel, elles se cultivent à la base. Et de nombreux Taïwanais ont pris beaucoup de risques dans leur lutte pour la démocratie.
Les photos montrent notamment un éditorialiste critique du régime qui a fini derrière les barreaux, la répression d'une manifestation pour les droits humains à Kaohsiung en 1979, connue sous le nom de l'incident du magazine Formosa, la création de l'Association taïwanaise pour les droits humains en 1984, etc. 2 ans plus tard, en 1986, tout s'accélère. Zheng Nanrong organise une marche pour demander la levée de la loi martiale. Des manifestants protestent pour la première fois devant la présidence contre un grand projet industriel. Le Parti démocrate progressiste, DPP, est créé. En 1987, le gouvernement lève enfin la loi martiale qui a duré 38 ans, l'une des plus longues de l'histoire. C'est alors l'effervescence. Les agriculteurs, les autochtones sortent dans la rue pour demander le respect de leurs droits. Mais le climat politique est encore étouffant. Zheng Nanrong est poursuivi pour avoir publié un projet de constitution de la République de Taïwan et en 1989, lorsque la police cherche à s'introduire chez lui, il s'immole par le feu. La même année que la répression des manifestations de la place Tiananmen en Chine. En 1990, des milliers d'étudiants se rassemblent sur ce qui s'appelle aujourd'hui la place de la Liberté en face du mémorial Chiang Kai-shek pour demander l'abolition des provisions temporaires contre la rébellion communiste, des élections législatives pour remplacer les députés qui n'ont pas été renouvelés depuis des dizaines d'années et l'élection présidentielle au suffrage direct. On écoute M. Lin nous parler de ce mouvement étudiant du lys sauvage. L'un des problèmes était qu'il n'y avait pas eu d'élection à l'Assemblée nationale et au yuan législatif depuis la fin des années 1940. Les députés étaient donc comme des représentants permanents qui devenaient très vieux. Les seuls à être remplacés étaient ceux qui décédaient. Lors du mouvement des lys sauvages, les étudiants ont demandé à ce qu'il y ait des élections pour les remplacer tous. À cette époque, j'étais parmi eux. Je me souviens encore que le Premier ministre était venu nous demander de rentrer chez nous et de nous concentrer sur nos études. Nous lui avons répondu que nous voulions rencontrer le président. Lee Teng-hui a finalement accepté de rencontrer des représentants des étudiants. Nous lui avons alors demandé d'organiser des élections pour renouveler toute l'Assemblée nationale et le yuan législatif. Il l'a promis, et c'est ainsi que tous les représentants venus de Chine ont été mis à la retraite et qu'il y a eu des élections. La plupart des nouveaux élus étaient originaires de Taïwan. En 1996 a eu lieu la première élection présidentielle au suffrage universel direct et c'est Lee Teng-hui qui l'a remportée, non sans difficulté à cause du voisin chinois. Il a choisi à l'époque de se tenir aux côtés des pays démocratiques, mais il a dû relever un grand défi. Lors de l'élection présidentielle de 1996, la Chine a envoyé des missiles au large de Keelung et Kaohsiung. Mais Lee Teng-hui et les autres candidats ont tenu bon. Ils ont appelé la population taïwanaise à ne pas avoir peur et à montrer au gouvernement chinois, à travers le résultat des urnes, que ces intimidations ne servaient à rien. Et au final, Lee Teng-hui a remporté ces élections. C'est pour son rôle dans la démocratisation de Taïwan, aux côtés des efforts des Taïwanais et des pressions internationales, que Lee Teng-hui est surnommé « Monsieur Démocratie », rappelle Lin Hua-bin. L'année suivante, les Taïwanais manifestent pour que la possibilité de référendum soit inscrite dans la Constitution, une revendication qui a porté ses fruits puisque Taïwan a tenu son premier référendum en 2004. Bien que la barre soit mise très haut pour qu'un référendum puisse être adopté, ces dernières années, les Taïwanais ont eu beaucoup plus d'occasions de s'exprimer directement sur des projets de loi que les Français. Une autre différence avec la France est la possibilité de destituer des élus. D'ailleurs, une campagne en ce sens est en cours à l'encontre de plusieurs députés du yuan législatif, ce dont vous avez sûrement entendu parler dans les actualités de RTI. Mais revenons au processus de démocratisation de Taïwan. En l'an 2000, c'est la première alternance à la présidence avec l'élection de Chen Shui-bian du DPP. En 2014, le mouvement des tournesols a occupé le yuan législatif pendant 3 semaines pour protester contre un accord sur les services avec la Chine. J'en avais longuement parlé l'année dernière dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité à l'occasion des 10 ans du mouvement.
各位亲爱的父老乡亲、兄弟姊妹，大家好，这是1号王金平的宣传车，1号王金平的宣传车，直接代表王金平本人，向大家献上12万分的敬意。这边的选举，拜托大家投给1号王金平，拜托拜托。Votez pour moi, votez pour moi. En entrant dans la salle consacrée à la culture des élections à Taïwan, M. Lin n'a pas pu s'empêcher d'imiter en taïwanais un candidat qui essaye de convaincre les électeurs de voter pour lui. D'ailleurs, les électeurs peuvent aussi monter sur une petite voiture d'un candidat et se faire prendre en photo en train d'haranguer la foule. C'est à ce moment-là que sont distribués les petits cadeaux. Comme vous pouvez le voir, les candidats offraient aux électeurs des serviettes, du savon, etc. Nos grands-parents nous disaient « Vous voyez, ce candidat est sincère, il nous a offert un cadeau, alors il faut voter pour lui. » Mais ensuite, cela a été considéré comme de la corruption et interdit. Les cadeaux des candidats doivent désormais avoir une valeur inférieure à 30 $ taïwanais, un peu moins d'€1. Donc, de nos jours, les candidats offrent des briquets, des stylos, des mouchoirs en papier, des blocs-notes, etc. C'est l'une des facettes amusantes des campagnes électorales à Taïwan, avec aussi des caricatures satiriques de personnages politiques du parti adverse. Les campagnes électorales à Taïwan sont très colorées et bruyantes aussi, mais depuis quelques années, la loi est plus stricte pour éviter trop de nuisances sonores. Un point dont nous avons aussi discuté avec M. Lin, c'est les chemins parallèles puis divergents de Taïwan et de la Chine. En effet, à la fin des années 1980, les étudiants chinois et taïwanais demandaient la démocratisation, mais la réaction des autorités a été très différente des deux côtés du détroit. Depuis cette époque, Taïwan et la Chine ont des destins différents. En fait, à l'époque, nous pensions que nous étions chinois en raison de notre éducation. Lors des manifestations de 1989 sur la place Tiananmen à Pékin, on se sentait très proche des étudiants chinois. On chantait pour eux. Le chanteur Zhang Yusheng avait même mis en chanson un poème de Wan Tan, l'un des étudiants de l'époque. La répression du gouvernement chinois, qui a envoyé des tanks, nous a beaucoup surpris et déçus. C'est ainsi que le mouvement en faveur d'une démocratisation en Chine s'est soudainement éteint. Mais à Taïwan, le mouvement de démocratisation a continué. Nos chemins ont pris deux routes différentes. Donc l'histoire par laquelle Taïwan est passée ressemble beaucoup à celle de la Chine plus tard. La différence, c'est que les efforts des Taïwanais ont porté leurs fruits vers la démocratie, alors qu'en Chine, de nos jours, on ne peut même pas montrer une page blanche dans la rue qu'on se fait arrêter. Raison de plus pour chérir les libertés et le système démocratique pour lesquels les Taïwanais se sont battus depuis plus de 100 ans. Ainsi, l'un des objectifs de ce musée est de recevoir des classes pour cultiver la culture démocratique depuis le plus jeune âge. Les élèves peuvent par exemple jouer à un jeu interactif où la configuration d'une ville change en fonction du résultat de leur vote lors d'un référendum. Espérons qu'ils puissent aussi continuer à réfléchir sur comment protéger les libertés, maintenir et approfondir la démocratie, car celles-ci n'ont pas été décrochées une fois pour toutes. Faire vivre la flamme du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple nécessite une réflexion quotidienne et parfois de nouvelles actions courageuses, comme ont su le faire plusieurs générations de Taïwanais. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une visite du musée du Yuan législatif qui se trouve juste à côté et qui mérite aussi le détour.
原谅我行袂开脚，我要去对抗欺负咱的人。天色渐渐光，才有一阵人，为着守护咱的梦，正做强甲勇敢的人。天色渐渐光。守护恁的人，天色渐渐光，已经是更加勇敢的人。